Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin en vidéo pour vous présenter mon top 10 des livres qui ont le plus marqué mon année 2015. J'avais déjà filmé cette vidéo une première fois mais pendant que j'étais malade et au final je trouve que vraiment ça ne va pas du tout. Du coup voilà, maintenant que j'ai enfin un petit peu plus de temps puisqu'en fait je suis en révision pour mes partiels donc bon c'est un peu relatif. Mais bon voilà, du coup j'ai décidé de prendre un peu le temps aujourd'hui pour vous refilmer cette vidéo bien. Donc du coup, en fait en 2015, j'ai lu à peu près 110 livres, ce qui est quand même assez énorme. Et donc du coup, j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo, non pas tous mes coups de cœur, parce que sinon ça aurait vraiment été trop long, mais de vous présenter en fait les 10 livres qui m'ont le plus marqué. Du coup, ça veut dire qu'il y a certains livres dedans qui sont pas forcément, enfin qui sur le coup n'ont pas forcément été des coups de cœur, mais juste en y réfléchissant, voilà, c'est des livres qui m'ont vraiment marqué, auxquels je repense, etc. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant de vous présenter ces livres-là. Pour ce qui est de la liste de mes coups de cœur au cours de l'année 2015, je vous la donne malgré tout et pour cela, vous avez juste à dérouler la barre d'informations juste en dessous, puisque je vais donc vous mettre cette liste en barre d'infos si vous voulez d'autres idées de titres. Du coup, je vais vous présenter mon top 10. Je les ai pas classés par ordre de préférence, je les ai juste classés par genre en fait pour que ce soit plus simple. Du coup je vais vous présenter mes livres préférés, enfin les livres qui ont le plus marqué mon année en fantasy, en young adult, puis des auteurs qui ont beaucoup marqué mon année et enfin un roman contemporain qui m'a vraiment beaucoup marqué. Du coup je vais commencer tout de suite avec donc la fantasy. Comme vous le savez, je suis une grande fan de fantasy et pour moi fantasy, le premier nom qui me vient à l'idée, c'est quand même Brandon Sanderson. Voilà. À force, vous devez en avoir juste ras-le-bol, mais au cours de l'année 2015, j'ai lu quand même pas mal de livres de Brandon Sanderson, et il y en a certains qui, forcément, m'ont beaucoup marqué. Du coup, le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Warbreaker. Donc c'est un roman one-shot que Brandon Sanderson a sorti il y a déjà quelques temps. Même en France, il est sorti il y a déjà quelques temps en grand format, sauf que le format poche a dû sortir fin 2014, début 2015, je pense. Du coup, je l'ai lu au cours du mois d'avril. Donc c'est un one shot comme je vous disais, ce qui est quand même plutôt positif, surtout maintenant où les auteurs s'éclatent vraiment à faire des grosses séries. Donc c'est un one shot, mais le livre fait quand même 975 pages, voilà. Après, donc moi je l'ai lu assez rapidement, je l'ai lu en moins d'une semaine, je l'ai vraiment dévoré, j'ai adoré. Et donc en fait dans ce livre on va suivre plusieurs personnages. Et en fait, donc l'histoire se passe dans deux royaumes qui sont voisins. Dans le premier royaume, en fait, il y a un roi avec ses filles. Et c'est un royaume qui croit en une divinité supérieure et qui n'est pas matérielle, comme les chrétiens croient en Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui est matérielle devant eux. Alors que dans le royaume d'à côté, en fait, il y a un dieu roi qui est entouré d'une cour de dieux. Mais ce sont des personnes matérielles qui vivent dans la capitale du royaume et qui donc à la fois gouvernent le royaume et en même temps en sont les dieux. Et en fait, donc ces deux royaumes ne sont pas en très bon rapport, et pour essayer de calmer tout ça, il a été établi que le dieu roi allait se marier avec la première fille du royaume d'à côté. Et donc cette première fille a vraiment été éduquée dans l'idée que plus tard elle allait se marier avec ce dieu roi. Sauf que suite à quelques événements, ce n'est pas la première fille qui va être envoyée, mais la deuxième. Et la deuxième, c'est donc Ciri, et c'est une jeune fille qui est pas du tout branchée bonne manière, etc. Et puisque tout simplement c'est pas du tout elle qui a été éduquée à tout ça, et donc du coup elle, c'était la deuxième fille, on l'a un peu laissé faire ce qu'elle voulait quoi. Et du coup, elle se retrouve balancée dans l'autre royaume, à devoir se marier avec un dieu roi, mais en fait surtout avec un dieu roi auquel elle ne croit pas, tout simplement elle ne croit pas en la religion de ce dieu roi, puisqu'elle croit en son dieu spirituel. Et donc elle va devoir faire avec tout ça, et ils vont devoir apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de secrets qui vont être dévoilés au fur et à mesure, et du coup c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a touchée, et en même temps surtout que j'ai trouvé très passionnante, mais l'histoire d'amour qui se lie entre les deux personnages, elle est vraiment touchante. Et après sinon oui, c'est tout le développement, tout est très bien construit comme d'habitude avec Brandon Sanderson, et du coup ça a vraiment été une très bonne lecture de l'année 2015. Toujours du Brandon Sanderson pour le deuxième livre, promis après j'arrête.
Brandon Sanderson, on va dire comme tous les auteurs comme beaucoup d'auteurs de fantasy, s'est dit moi aussi je vais faire ma série avec plein de tomes. Et donc du coup il a créé son cycle qui s'appelle donc Les Archives de Rochard. Il avait en fait écrit un premier jet 10 ans avant, donc en fait en 2000. Et puis finalement il s'était dit qu'il n'avait pas encore assez de bagages et que ça allait pas, il avait juste tout jeté. Entre temps il a sorti pas mal de livres et 10 ans après, une dizaine d'années après, en 2009 peut-être, il s'est dit je vais m'y remettre. Et donc là pour le premier tome en fait il a pondu un livre de 1500 pages qui est donc sorti en 2 parties en 2010 aux États-Unis, en 2 parties forcément parce que sinon c'était trop long. Et donc après ça devait sortir à la base en 2013 en France, donc déjà avec 3 ans de retard, et finalement c'est sorti seulement en 2015. Voilà. Donc du coup les 2 tomes, je les ai achetés les jours de leur sortie, respectivement en mai et en juin. Donc voilà pour les 2 livres. Du coup ils sont sortis en partenariat entre Orbit et le livre de poche, et ils sont vraiment magnifiques, surtout celui-ci je trouve. Du coup, à nouveau, il y a plusieurs royaumes qui sont voisins. Et en fait, il va éclater une sorte de méga guerre entre tout le monde. Parce que le roi du royaume qu'on suit le plus, on va dire, va se faire assassiner par un assassin qui a été envoyé d'un royaume à côté. Et du coup, ça va tout déclencher, il va y avoir une guerre de représailles, etc. Et en fait, donc du coup, le premier tome commence par justement cet assassinat. C'est un prologue qui s'appelle juste Tuer, et c'est une scène d'ouverture vraiment incroyable. Voilà, ça a été la scène d'ouverture qui m'a le plus marquée en 2015, ça a été celle-ci parce que waouh. Juste après celle-là, je mets, je pense, les 2 scènes d'ouverture des 2 tomes d'Aeternia de Gabriel Katz qui sont quand même assez dingues, mais celle-ci, je trouve qu'elle est encore plus balèze, quoi. Et donc c'est un livre qui, au niveau de l'édition, en plus de ça, a vraiment eu un travail assez dingue. Donc c'est réparti en livres. Avant ça, donc il y a un prélude, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques illustrations pendant le livre. Donc c'est réparti du coup en livres. Entre les livres, il y a des intermèdes. Et donc par exemple, là c'est le début d'un livre, et donc il commence par le prologue, comme je disais, donc Tuer. Après, entre les livres, il y a des intermèdes, etc. Enfin, c'est un travail d'édition qui est quand même assez dingue, avec donc quelques planches comme ceci. Et oui, c'est vraiment... ils ont vraiment fait fort. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Et c'est vraiment très bon. Du coup, j'ai vraiment très hâte de savoir la suite des Archives de Rochard. Le 2e tome est déjà sorti aux États-Unis en 2014, je crois. Pour l'instant, on ne parle pas encore de date de sortie en France. J'espère que ça va pas trop tarder, qu'ils vont pas nous refaire le coup de le sortir 5 ans après. Mais bon, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, ça a été une très très bonne lecture à nouveau. Et ça ne fait que renforcer mon amour pour Brandon Sanderson, qui en soi n'avait pas vraiment besoin d'être renforcé. Ensuite, on continue avec la fantasy, mais comme je vous l'ai promis, sans Brandon Sanderson. Et du coup, je vais vous présenter cette fois-ci une auteure féminine, donc, et en plus de ça, française. Et il s'agit donc de Sophie Valpiguel, qui a sorti cette année Le Dernier Brûleur d'étoiles aux éditions Nouvelle Plume. Donc Nouvelle Plume est une maison d'édition rattachée à France Loisirs. Ils avaient organisé un concours d'écriture, d'ailleurs la nouvelle édition est en ce moment, et je crois qu'il reste encore quelques jours pour envoyer les manuscrits si ça vous tente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup, ils avaient lancé donc, ce concours qui proposait à des personnes comme vous et moi de proposer leur livre, et donc le meilleur a été publié. Et donc c'est Le Dernier Brûleur d'étoiles qui a remporté le prix. Sophie Valpiguel a aujourd'hui 28 ans, mais elle avait écrit ce livre il y a 10 ans, donc à 18 ans. Et quand on voit tout l'univers qui est développé, on se dit que ça claque quand même pas mal. Donc voilà, j'ai très hâte de lire autre chose d'elle, parce que du coup c'est vrai que commencer par ça à 18 ans, quand même c'est assez prometteur. Donc au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gwen Fael. Il vit dans un orphelinat dans le monde classique de tous les jours, et un jour, suite à pas mal d'événements, il va se retrouver à devoir fuir. Et en fait, en fuyant, il va se retrouver téléporté dans un autre monde. Et
Et la seule indication qu'il a pour tout ça, c'est trouve Calypso. Sauf qu'il n'a aucune idée de ce qu'est Calypso, il sait pas si c'est quelqu'un, si c'est quelque chose, si c'est un endroit, il en sait juste rien du tout. Mais il y a juste ça. Et en fait, dans le monde dans lequel il va apparaître, il y a une prophétie et il semblerait que Gwenvael pourrait être au centre de cette prophétie. Mais donc voilà, pour le résumé, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je veux pas du tout vous spoiler. C'est un bon pavé qui fait 860 pages, mais c'est un one-shot. Et l'histoire est très très bien construite, très bien développée, il y a des retournements de situation vraiment costauds. Et je trouve surtout que l'univers est très très bien fait. Et les personnages aussi sont très bien faits. C'est assez rare que j'ai des crushs, comme on dit, pour des personnages masculins, donc je tombe un peu en pamoison devant des personnages masculins. Mais dans ce livre-ci, je suis tombée en pamoison devant Gwenvael ainsi que devant Galahad, qui est un peu le méga chevalier trop balèze, qui va s'occuper de lui. Et donc et en fait les deux personnages m'ont beaucoup plu, et vu que c'est quand même assez rare que des personnages masculins me plaisent autant, l'auteur a quand même fait assez fort. Mais donc voilà, je vous recommande très très franchement ce livre pour tous ceux qui aiment la fantasy. Il vient de sortir dans le commerce, donc hors France Loisirs, avec la même couverture, sauf que l'image ici est sur toute la couverture en fait. Enfin voilà, sinon il est toujours disponible chez France Loisirs. Mais je vous le recommande vraiment très franchement. En plus de ça, donc j'avais été invitée à la remise du prix, du coup j'avais pu rencontrer l'auteur, et l'auteur est vraiment très très sympa. Et donc voilà, ça renforce un peu le côté sympa du livre. Ensuite, comme je vous disais, donc on va parler young adulte, jeunesse, et pour rester un peu dans la fantasy, je vais vous parler de Harry Potter. En fait, Harry Potter, bon voilà, pas besoin de présenter, hein, tout le monde connaît Harry Potter. Sauf que moi, pour le coup, j'étais vraiment passée à côté du phénomène de mode, mais alors à côté, très très à côté quand même. Hein. Et alors que c'est vraiment ma génération, voilà, j'ai 20 ans, tous mes potes étaient super fans d'Harry Potter, et pas moi. Je pense que c'était un peu par esprit de contradiction, très franchement. Mais voilà, et puis finalement, je suis quand même depuis pas mal de temps maintenant avec mon copain qui est un très très grand fan d'Harry Potter, et à force qu'il me dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai accepté de voir tous les films début 2015, et derrière je me suis dit que ok, j'allais lire tous les livres. Du coup j'ai commencé à les lire en juin, j'en ai lu donc un en juin, 2 en juillet, un en août. Derrière j'ai pris pas mal de temps avant de trouver le tome 5. Du coup finalement le tome 5 je l'ai lu qu'en décembre, sauf que voilà, donc maintenant je vais pouvoir finir la série. Mais donc le tome que j'ai préféré vraiment pour l'instant, il s'agit du tome 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est le tome que j'ai préféré parce que c'est celui dans lequel il y a le plus d'action et justement le plus de fantasy. En plus de ça, avec le retour de Voldemort à la fin, je trouve que c'est un livre qui a vraiment une grosse importance, et c'est aussi le livre avec lequel on bascule un peu plus dans quelque chose. Enfin voilà, Harry quitte un peu quand même l'enfance et bascule vraiment dans l'adolescence avec ce tome-ci. Et du coup oui, pour l'instant c'est le livre que j'ai vraiment préféré. J'ai beaucoup aimé le tome 5 aussi, qui est très réfléchi, mais toute l'action de ce tome-ci fait que mon cœur balance pour celui-ci. Ensuite, une série de dystopies que j'ai découvert au cours de l'année 2015. On va dire, voilà, comme un peu tout le monde, je me suis laissée tenter par le phénomène dystopie. J'avais commencé donc avec Hunger Games au moment de la sortie du premier. Derrière, j'ai aussi lu en 2015 la série L'épreuve que j'ai beaucoup aimée. Mais la série dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit de Legend de Marie-Lou. Donc en fait, ils ont été réédités cette année chez le livre de poche Jeunesse. Donc le tome 1 est sorti en janvier, le tome 2 est sorti en novembre. Pour ma part, je les ai lus du coup en juillet et en novembre. Et j'ai vraiment adoré, et j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un cran au-dessus du reste, quoi. J'avais vu beaucoup de bonnes critiques, et du coup finalement je m'étais laissée tenter. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait, très franchement. À savoir que je trouve que l'histoire est très développée, les personnages sont dingues, enfin voilà. Donc au niveau de l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on retrouve donc Day et June, qui sont les deux héros du livre. Ils ont 16 ans et en fait donc Day est le criminel le plus recherché de la nation, alors que June est le petit prodige de l'école militaire de la nation.
Et donc du coup ils sont clairement destinés à être les pires ennemis du monde. Sauf qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont pas du tout être les pires ennemis du monde, enfin pas pendant très longtemps. Et surtout donc en fait ils vont apprendre beaucoup de choses sur l'univers l'un de l'autre. Et donc Dave va apprendre plein de choses, enfin va se rendre compte que plein de choses qu'il pensait sont fausses, et June va se rendre compte que énormément de choses qu'il pensait sont fausses en fait. Et du coup, voilà, les deux vont tomber amoureux, etc. C'est vraiment une très belle histoire. Je trouve que les deux personnages ont vraiment cette... Enfin voilà, vraiment sont très très intelligents et waouh. Et ça envoie vraiment du lourd. Et ouais, ils se trouvent toujours dans des situations pas possibles, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et notamment le retournement, enfin la fin du tome 1, à la fin du tome 1 j'étais vraiment en mode waouh, ils sont trop balèzes. Et le tome 2, pareil, pendant tout du long je me disais oui, ils sont vraiment vraiment costauds. Dans le tome 2 malheureusement c'est le tome où on voit un peu apparaître des tentations amoureuses pour l'un comme pour l'autre. C'est quelque chose que j'ai un peu moins aimé. Je trouvais qu'au final la relation qu'ils avaient dans le tome 1 était très bien. Mais surtout la fin du tome 2. Pourquoi la fin du tome 2 juste pour moi dans ma tête c'est mais pourquoi pourquoi vous avez fait ça madame. Voilà. Du coup j'ai très hâte de lire le tome 3 pour savoir comment est-ce que tout ça va se finir parce que je sais pas. Voilà. Mais c'est en tout cas pour l'instant pour moi c'est le meilleur début de trilogie de dystopie que j'ai pu lire parce que vraiment je trouve que oui c'est un niveau au-dessus, les personnages sont vraiment très intelligents, ce sont toujours des plans pas possibles, etc. Et voilà, du coup c'est pour ça que c'est cette trilogie-là en particulier qui me plaît beaucoup. Et du coup que je vous recommande vraiment si vous aimez la fantasy, si vous aimez la dystopie, pardon. Et voilà. Pardon. Enfin pour finir avec le young adult, cette fois-ci on va rentrer dans le contemporain avec un livre qui a été énormément présenté cette année, je pense que beaucoup de personnes l'ont lu cette année quand même, et il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc comme je disais c'est un livre qui a énormément fait parler de lui, il est sorti vers le milieu il me semble du mois de juin, du coup chez Pocket Jeunesse, et en fait donc ça raconte l'histoire de deux jeunes adolescents, Aristote et Dante. Tous les deux, ils ont 15 ans, et en fait, ils vont se rencontrer un été, et Dante va apprendre à nager à Aristote. De là, ils vont devenir très très amis, et ensemble, en fait, ils vont grandir ensemble, ils vont évoluer ensemble, puisqu'on va les suivre sur plusieurs étés. Et donc, ils vont se poser beaucoup de questions propres à l'adolescence. Et oui, voilà, du coup, ça a vraiment été un récit que j'ai trouvé très touchant. L'écriture m'a vraiment... Enfin, c'est vraiment une écriture qui est percutante, avec des phrases qui sont toujours très courtes. Il y a pas mal de dialogues et pas mal de réflexions aussi, et c'est souvent des dialogues assez courts, enfin pas assez courts, avec des phrases assez courtes, pardon, parce que voilà, juste c'est des adolescents masculins, et du coup ils sont... voilà, ils s'expriment pas beaucoup. Mais oui, c'était vraiment un récit qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et que je garde quand même pas mal en mémoire. Et surtout ce qui m'avait pas mal frappé, c'est que je pense que c'était la première fois, enfin j'ai lu ce livre vraiment d'une traite. Quand je l'ai reposé, la première chose que je me suis dit c'est faut que je le relise. Voilà. Et c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé à ce point-là. Enfin voilà. Pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de le relire, mais c'est vraiment quelque chose que je compte faire. Et je l'ai prêté à une des filles de mon beau-père qui pour le coup, elle, l'a fini et l'a relu. Mais voilà, c'est vraiment un récit vraiment très très beau et très touchant. Et donc du coup vraiment je comprends pourquoi est-ce qu'il a autant fait parler de lui. En plus de ça, donc l'écriture est quand même assez simple, assez moderne, et donc du coup je pense que c'est un livre qui peut être assez accessible et qui peut être facilement lu en VO si ça intéresse certaines personnes. On va continuer sur le young adulte contemporain avec une auteure cette fois-ci qui a marqué mon année, et il s'agit de Marion Brunet. J'ai découvert Marion Brunet au mois de novembre, donc assez tard dans l'année, avec La Gueule du Loup, qui a été qui n'a pas vraiment été un énorme coup de cœur, mais qui a été juste un livre qui m'a énormément marqué. Et derrière, au cours du mois de décembre, j'avais lu Frangine, qui à nouveau m'a beaucoup marqué pour des raisons vraiment très différentes.
Du coup je vais commencer par La Gueule du Loup. Donc dans La Gueule du Loup on suit deux adolescentes qui s'appellent Mathilde et Lou, qui ont 18 ans et qui vont décider après leur bac de partir se dépayser et donc elles décident de partir à Madagascar. Là-bas donc elles vont passer des vacances vraiment très bien, assez incroyables, etc. Même s'il y a quand même quelques désagréments. Mais en fait leur route va croiser celle d'un Européen qui vit là-bas. Et de là en fait tout va éclater. Cet homme ne leur veut vraiment pas du bien, il va vraiment se mettre à les pourchasser, etc. Et du coup tout leur truc va un peu virer au cauchemar. Et il y a vraiment une sensation d'étau qui se resserre, etc. de course contre la montre. Et j'avais vraiment adoré. En plus de ça, je trouvais qu'il ressort vraiment de ce livre un énorme amour de l'île, de Madagascar. Et pour ma part, j'y avais été en 2012 et c'est vraiment un voyage qui a énormément marqué mon adolescence et qui, je pense, a vraiment marqué ma vie. Et du coup, ça m'avait fait énormément plaisir de retrouver tout ça dans La Gueule du Loup. Et voilà, j'avais pu discuter un peu après avec l'auteur au cours du salon de Montreuil. Et donc effectivement, elle a vécu là-bas, etc. Et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans son livre et l'écriture qui va avec. Enfin, et l'écriture de Marion Brunet va très bien avec son récit. Et enfin voilà, c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué sur le coup. Mais donc par son histoire certes, mais aussi par tout ce qu'il y avait autour, par toute l'ambiance, etc. qui était vraiment complètement dingue. Et donc du coup après j'avais voulu lire Frangine. Donc dans Frangine en fait on va suivre une jeune fille, une jeune adolescente qui elle a grandi dans une famille homoparentale, donc avec deux mamans. Et on va suivre tout ça du point de vue de son frère, sauf que la jeune fille va subir pas mal de commentaires, etc. pas très sympas au lycée. Et donc voilà, ça raconte un peu tout ça et c'était vraiment aussi un très beau récit. J'avais eu un peu plus de mal à rentrer dedans, mais après ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc voilà, Marion Brunet pour moi est vraiment une auteure à suivre. J'ai pas encore lu Dans le désordre qui est sorti au début du mois, mais je le lirai très prochainement. Un autre auteur contemporain français que j'ai découvert au cours de l'année et qui m'a vraiment beaucoup plu, il s'agit de Mathias Malzieu, que j'ai découvert donc avec Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi, qui reste mon roman préféré de lui pour l'instant. Donc Mathias Malzieu a une écriture qui est très sombre et à la fois très poétique. Et donc dans Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi, forcément comme le titre l'indique, ça parle du deuil. Et juste le titre m'avait énormément touchée, je trouvais que c'était vraiment très beau. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a vraiment marquée. Et donc derrière j'ai lu d'autres livres de lui, mais celui-ci reste indétrônable, c'est celui qui reste d'après moi le plus beau. C'est une base de récits autobiographiques, après dans lequel se mêlent pas mal d'éléments un peu fantastiques, un peu à la Tim Burton en fait. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Du coup les livres de Mathias Malzieu ont un côté un peu conte onirique pour adultes, donc assez sombre, en même temps assez poétique. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau et que je vous recommande vraiment. Je vais juste vous lire le petit extrait qui est en haut au début qui montre bien le genre du livre. Comment on va faire maintenant qu'il fait tout ennui sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Du rien, du vide, de la nuit, des choses de ciel, du réconfort? Donc voilà, tout le livre est sur ce ton-là, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Et ouais, c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très touchant. Et du coup, je vais vraiment continuer à lire du Mathias Malzieu. J'ai déjà bien avancé parmi tout ce qu'il a écrit. Et hier, donc le 27, est sorti Journal d'un vampire en pyjama, en grand format. Et je vais peut-être me laisser tenter. Ensuite, un troisième auteur que j'ai découvert en 2015 et qui m'a beaucoup marqué pour des raisons vraiment différentes. Il s'agit de Francis Scott Fitzgerald. Je l'ai découvert au cours de l'année en fait avec son roman Gatsby, qui est un livre assez court qui fait à peu près 250 pages. Ça se passe pendant les années folles, donc les années 20 aux États-Unis. Et c'était enfin, l'histoire m'avait vraiment plu. Donc c'est le livre qui a inspiré le film de Baz Luhrmann. Donc l'histoire en lui-même m'avait vraiment plu, mais c'était surtout le contexte et puis l'écriture qui m'avait vraiment plu.
surtout l'écriture en fait. J'avais trouvé que Francis Scott Fitzgerald était vraiment quelqu'un qui savait très très bien manier les mots et oui c'est ça, juste un mec qui était très très doué pour l'écriture et ses phrases étaient très bien construites et très belles et enfin voilà. Il y a ce côté très développé de son écriture, en même temps ça reste quand même assez accessible. Gatsby est vraiment quelque chose d'accessible et du coup je vous le recommande très franchement. Pour moi je pense que ça fait vraiment partie des auteurs classiques mais un peu plus récents et qu'il faut vraiment vraiment découvrir parce que je pense vraiment que ça peut plaire à pas mal de monde. Et donc du coup je me suis procuré cette petite intégrale de l'auteur qui regroupe donc 27 de ses nouvelles qui se passent à nouveau pendant les années folles. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Il y a quand même de quoi faire puisque ça fait quasiment 800 pages. Mais voilà, je me suis toujours pas plongée dedans alors qu'à chaque fois je me dis qu'il faut que je le fasse. Ce serait peut-être temps de le faire. Mais voilà, c'était vraiment une grosse révélation de ce côté-là parce que je pense que Francis Scott Fitzgerald, je verrai une fois que j'aurai lu ça, mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment mon auteur classique favori parce que parce que juste j'ai lu Gatsby et je me suis dit waouh, ce mec est trop doué. Voilà. Et enfin donc le dernier livre dont je vais vous parler, le dernier livre méga marquant en fait de mon année 2015, c'est vraiment c'est le livre qui m'a le plus bouleversée au moment où je l'ai lu. Et il s'agit du coup de Alors voilà les mille et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu. C'est un récit c'est un récit très touchant. Et donc en fait Baptiste Beaulieu est interne en médecine, il a un blog qui s'appelle Alors voilà et dans lequel il raconte un peu des anecdotes des urgences, des anecdotes qui sont arrivées à lui ou à ses amis internes. Et donc en fait ce livre reprend certaines de ces anecdotes tout est lié, tout est romancé, etc. Et en fait donc certaines anecdotes sont réelles, d'autres sont fictives et d'autres sont un peu un mélange des deux. Mais en tout cas voilà, c'est un récit qui m'a vraiment beaucoup touchée et que j'ai vraiment trouvé... qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup bouleversée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le lisant. Mais voilà, c'est un livre que je vous recommande vraiment vraiment. Et notamment que je vous recommande si vous aviez vu le film Hippocrate et qui vous avait plu, parce que pour moi c'est un peu dans la même veine. Et j'avais adoré Hippocrate, ça m'avait pareil beaucoup bouleversée. Et alors voilà, à nouveau pareil. Mais donc voilà pour les 10 romans qui ont le plus marqué mon année. Après sinon par rapport à mon petit bilan de 2015, en 2015 du coup j'ai terminé 112 livres pour un total de 41 000 pages. C'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé je pense de lire autant. Et en 2015 c'est donc aussi l'année où j'ai créé cette chaîne Booktube avec ma première vidéo Booktube qui a été mise en ligne le 9 juin 2015. Depuis j'ai posté donc 27 vidéos en 2015. Et donc le 3 janvier à 18h, j'avais donc 351 abonnés et je vous remercie vraiment tous de vous être abonnés à moi. J'ai aussi eu mes premiers partenariats, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, j'ai fait le salon du livre de Montreuil. C'était vraiment une année très forte pour moi, très dingue de ce côté-là. Et du coup, j'espère que 2016 va continuer sur cette lancée. Et pour l'instant, il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui s'annoncent et qui sont vraiment excellentes. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de bonnes lectures. Salut!